Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce tout dernier webinaire de l'année 2024 organisé par Digital Frontier Institute et sur lequel nous aborderons un thème d'actualité, c'est-à-dire l'interopérabilité des services financiers numériques dans l'UMOA et dans un sous-secteur tout aussi particulier dans le secteur financier régional, c'est-à-dire celui de la microfinance. Le webinaire a donc pour thème comment les institutions de microfinance peuvent accélérer leur transformation digitale grâce à l'interopérabilité des services financiers numériques dans l'UMOA. Pour animer cette discussion, DFI a le plaisir de recevoir ce samedi 4 dirigeants d'institutions de microfinance dans 4 pays de l'UMOA que nous aurons le plaisir de vous présenter dans un instant. Mais nous allons d'abord commencer par planter le décor de cette session qui va durer un maximum de 1h45. Nous allons déjà commencer par le projet d'interopérabilité des services financiers numériques dans l'UMOA. Alors, au début des années 2010, l'écosystème financier de l'UMOA était très fragmenté et marqué par la multiplication d'initiatives privées et publiques en matière d'interopérabilité, le renchérissement des coûts des services financiers, ainsi que les risques liés à la compensation des transactions. La structure des paiements de détail et des transactions transfrontalières entre personnes à l'échelle de l'Union s'est significativement modifiée avec la montée en puissance des services financiers via la téléphonie mobile et l'émergence de nouveaux acteurs tels que les émetteurs de monnaie électronique, les fintechs, etc. En 2013, la BCAO a inscrit l'interopérabilité des services financiers dans sa politique de modernisation des systèmes de paiement. Puis en 2016, dans sa stratégie régionale d'inclusion financière, dont l'axe numéro 3 concernait la promotion des innovations favorables à l'inclusion financière des populations exclues, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les PME, les populations rurales et à faible éducation financière. Le projet d'interopérabilité des services financiers numériques au sein de l'UMOA vise à mettre en place dans la zone UMOA une infrastructure de paiement instantané, interopérable, capable de traiter les transactions de compte à compte, quel que soit le type de compte ou le canal utilisé, ainsi que l'intégration de tous les fournisseurs de services financiers actifs dans la sous-région. Ce projet est entré dans sa phase pilote le 22 juillet 2024. De façon plus concrète, le passage en production du projet devrait favoriser les paiements inter-réseaux abordables à l'échelle nationale et régionale entre toutes les institutions financières, la digitalisation des paiements, l'élargissement du réseau d'acceptation et un meilleur accès des femmes aux services financiers, la participation des acteurs non bancaires, c'est-à-dire les SFD et les émetteurs de monnaie électronique, actuellement exclus des systèmes de paiement régionaux. Ainsi, ce projet permettra d'intégrer à l'infrastructure régionale 6 émetteurs de monnaie électronique, 8 trésors publics nationaux et les services de la Poste, 130 banques, 300 institutions de microfinance et des fintechs. Concernant cette dernière catégorie d'acteurs, une instruction, notamment l'instruction numéro 001-01-2024, relatif aux services de paiement dans l'Union monétaire ouest-africaine, est entrée en vigueur en janvier 2024. Elle introduit de nouveaux types d'agréments, celui, par exemple, d'agrégateur de comptes ou d'initiateur de services de paiement, dont les coûts sont désormais plus accessibles aux fintechs. Les montants de ces agréments sont fixés soit à 10 millions de francs CFA ou 20 millions de francs CFA, ce qui est nettement plus accessible qu'un agrément d'émetteur de monnaie électronique dont le coût est fixé à 300 millions de francs CFA et qui jusqu'ici était le seul agrément à disposition des acteurs non bancaires souhaitant émettre de la monnaie électronique. Pour en venir maintenant au secteur de la microfinance dans l'UMOA, à fin décembre 2023, le nombre de SFD, donc de systèmes financiers décentralisés, s'établissait à 540. Les institutions de microfinance de l'Union desservent plus de 18 millions de clients à travers un réseau de plus de 4 700
points de service répartis dans les États membres de l'Union. L'encours des dépôts collectés par les institutions de microfinance de l'Union s'est établi à 2 263 milliards contre un encours de 2 561 milliards de francs CFA de crédit. Le taux du portefeuille à risque s'est établi à 6,2% contre une norme maximale de 3%. Ainsi, les principaux défis du secteur peuvent se résumer comme suit: faible qualité du portefeuille de crédit, faible efficacité opérationnelle, faiblesse de l'offre de produits financiers, faible accès à des services financiers via des canaux digitaux, des systèmes d'information et de gestion obsolètes, d'importants besoins en formation, et il y a également une nécessité d'assainir le secteur face à la prolifération de structures de microfinance non agréées. Et on rappelle que dans sa stratégie régionale d'inclusion financière, la BCEAO avait inscrit en axe numéro 2 l'assainissement et le renforcement du secteur de la microfinance. Alors, pour débattre de ces thèmes, nous avons le plaisir de recevoir sur ce webinaire 4 panélistes de quatre dirigeants, je dirais, d'institutions de microfinance exerçant dans l'UMOA. Nous allons commencer par une dame qui nous fait l'honneur de participer à ce panel. Il s'agit de Madame Tidjani Charasila Dambouzoua, qui est la directrice générale de la MECREF, donc la Mutuelle d'épargne et de crédit des femmes du Niger. Madame Dambouzoua, soyez la bienvenue sur ce webinaire. Bonjour, Monsieur Le Kossi. Bonjour à tous. Merci, Madame, d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, nous allons vous donner peut-être 30 secondes pour nous présenter un peu la MECREF. Bonjour, je me présente, Madame Tijani Charhassila Dambouzoua. Je suis la directrice générale de la MECREF, une institution de microfinance qui a été créée en 1996 et qui a reçu son agrément en février 1998. Donc, c'est une institution vraiment typiquement féminine. Elle a été créée par les femmes et dirigée par les femmes pour les femmes. Et c'est la seule structure dans notre pays ou bien dans la sous-région qui a une cible spécifique des femmes. Donc, nos services et produits sont déployés aux femmes, aux jeunes filles, aux jeunes entrepreneuses, vraiment, et surtout dans le milieu rural. Donc, on intervient dans plusieurs chaînes d'activité. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Donc, on totalise aujourd'hui 28 ans d'existence vraiment au service de la population nigérienne. Formidable. Merci, Madame. Je crois que nous sommes vraiment sensibles à tout ce qui est lié aux gens au niveau de Digital Frontier Institute. Donc, nous sommes vraiment intéressés par toutes les actions justement que vous menez au Niger, justement pour permettre aux femmes de pouvoir accéder aux services financiers. Merci, Madame Dambouzoua. Donc, je continue la présentation du panel. Nous allons maintenant aller au Sénégal avec Monsieur Momar Cissé, qui est directeur des systèmes d'information du Crédit Mutuel du Sénégal. Monsieur Cissé, soyez le bienvenu sur ce webinaire. Bonjour à tout le monde. Bonjour Maxime. Bonjour à mes chers collaborateurs panélistes. Donc, bonjour. Donc, moi, c'est Momar Cissé. Je suis le directeur des systèmes d'information du Crédit Mutuel du Sénégal, qui est une institution de microfinance avec 33 ans d'années d'expérience. Donc, aujourd'hui, nous sommes présents au Sénégal au niveau des 44 des 46 départements du Sénégal. Donc, nous adressons plusieurs domaines d'activité, de l'agriculture jusqu'aux entrepreneurs. Donc, nous sommes aujourd'hui la première institution de microfinance du Sénégal. Donc, à ce titre, donc, nous avons beaucoup de sociétaires donc, qui sont aujourd'hui financés par le Crédit Mutuel du Sénégal. Donc, en termes d'expansion, nous envisageons dans le cadre de notre plan de nous agrandir un peu en Afrique et dans la zone UEMOA. Voilà en termes d'introduction ce que j'avais à dire pour le Crédit Mutuel du Sénégal. Je vous remercie. Merci, Mouma. Donc là maintenant, je vais me diriger vers mon cher ami Clément. Donc nous avons Clément Bassinga, qui est directeur général de Barca Finance SA au Burkina Faso. Clément,
Merci, Bienvenue merci, sur ce webinaire et merci de bien vouloir nous présenter Barca Finance. merci Maxime et soyez les bienvenus à tous les panélistes. Il faut dire que Barca Finance, c'est une SA de droit burkinabé qui a été créée en 2018, mais qui a démarré officiellement ses activités en octobre 2021, après l'obtention de son agrément. Et cette structure fait partie d'un groupe, un groupe qui a 10 entreprises à l'intérieur. Et ce groupe évolue dans plusieurs secteurs d'activité comme le secteur hydrocarbures avec la distribution de gaz et aussi des produits pétroliers. Ce groupe évolue également dans l'agroalimentaire avec des chaînes industrielles et aussi des chaînes de boulangerie et des cafés pyramides. Donc, elle emploie plus de 5 000 employés avec plus de 26 000 clients potentiels qui sont également des clients potentiels de Barca Finance. Donc, voilà ce que je peux dire. Je crois que dans les débats, je vais revenir beaucoup plus en détail sur les produits et services. Mais je précise qu'aujourd'hui, Barca Finance a un encours de crédit de plus de 2 milliards et aussi environ 6 000 clients qui sont actifs. Merci. Merci Clément. Je précise que Clément est Certified Digital Finance Practitioner de Digital Frontier Institute. C'est important de le dire parce que nous sommes à Digital Frontier Institute. Félicitations, ça se fait. C'est un parcours qui peut durer 2 à 3 années. Donc, félicitations Clément. Nous sommes très fiers à chaque fois de voir des dirigeants d'institutions financières, des dirigeants, pardon, d'institutions financières qui sont entre-temps devenus CDF. Merci Clément. Merci, là, maintenant, je vais évoluer vers la Côte d'Ivoire et j'ai encore un autre CDFP, comme par hasard. Donc, je me tourne maintenant vers Yves Roland-Mian, voilà, qui est directeur de la transformation digitale à FinAfrica Côte d'Ivoire. Et je précise au passage que Yves est également Certified Digital Finance Practitioner de Digital Frontier Institute. Yves, je te laisse la parole pour nous présenter FinAfrica. Merci Maxime, bonjour à tous les panélistes, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui sur ce panel. Donc, comme Maxime l'a dit, je suis Yves Roland-Mian, le directeur de la transformation digitale du groupe FinAfrica. Donc, aujourd'hui, FinAfrica, c'est un groupe qui opère sur la microfinance et l'assurance dans 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun et le Rwanda. Et avec 9 filiales, donc 5 filiales de microfinance, 5 institutions de microfinance dans ces pays-là, et également 4 compagnies d'assurance sur de l'IRD et de l'assurance vie. Donc aujourd'hui, FinAfrica, c'est un groupe qui a été fondé en 2018 et nous ambitionnons de bâtir donc un acteur de référence panafricain de l'inclusion financière et assurantielle. Et aujourd'hui, nous sommes plus ou moins le seul groupe qui se positionne donc sur ces 2 métiers de l'assurance et de la microfinance. Mais aujourd'hui, mon propos va porter principalement sur la microfinance. FinAfrica aujourd'hui, c'est 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus d'1 million de clients et un peu plus de 1000 collaborateurs. Donc, merci Maxime. Merci. C'est assez impressionnant. De toute façon, on aura beaucoup de choses à découvrir de l'expérience de FinAfrica, comme d'ailleurs de la MECREF, de Barca Finance et du Crédit Mutuel du Sénégal. Alors, avant que nous puissions lancer la discussion, je vais rappeler quelques consignes à l'attention de nos chers participants. Ce webinaire sera enregistré et publié sur le site de Digital Frontier Institute et sur YouTube. Nous allons avoir une discussion d'environ 1 heure à 1h10 maximum, après laquelle nous prévoyons une session de questions et réponses qui va durer un maximum de 20 minutes. L'idée, c'est de tenir un webinaire dans une durée maximale de 1h45. Alors, lorsque nous ouvrirons la session de questions et réponses, vous, les participants, vous aurez 2 possibilités pour poser vos questions. Soit vous manifestez l'intérêt de poser vos questions en direct et dans ce cas, nous allons activer vos micros pour vous permettre de pouvoir intervenir pour poser directement vos questions aux panélistes ou bien tout simplement vous relayez. Si vous êtes plus timide, vous allez tout simplement déposer vos questions dans le chat box et je me ferai le plaisir
de les relayer aux panélistes. Donc voilà. Donc ceci étant dit, nous allons maintenant ouvrir la discussion. Donc je vais déjà, le panel, la discussion d'aujourd'hui va être structurée autour de 3 axes. Nous allons d'abord faire un état des lieux avant maintenant d'aller vraiment aborder vraiment la thématique du jour qui est l'interopérabilité des services financiers numériques et avoir maintenant un avis sur éventuellement des gaps réglementaires qui pourraient exister et quelles recommandations pourraient être faites aux régulateurs et aux décideurs politiques justement pour que les institutions de microfinance de l'UEMOA puissent pleinement tirer profit du déploiement de cette infrastructure régionale. Donc, par rapport à l'état des lieux du secteur de la microfinance, il y a une donnée importante qu'il est d'abord important de rappeler, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est le plus grand marché du secteur de la microfinance dans l'UEMOA, avec près de 600 milliards en crédit et le même montant en encours de dépôt. Tandis que le Niger est l'un des plus petits marchés. Et donc, on va commencer cet état des lieux. Les chiffres que je viens de donner, ce sont des chiffres publiés par la BCAO au 31 décembre 2023. Donc, on va essayer déjà de décrypter un tout petit peu, de décrypter un peu ces chiffres. On va commencer par Madame Danbouzoua, donc la directrice générale de la MECREF. Donc, Madame Danbouzoua, nous aimerions bien savoir pourquoi, en termes de volume d'activité, le marché de la microfinance au Niger enregistre encore des chiffres si modestes. Madame Danbouzoua, vous avez la parole. Merci, Monsieur Lokossi. Donc, je m'en vais d'abord donner l'évolution du secteur de la microfinance en comparaison avec les autres pays de la zone UEMOA. Ce que j'ai à dire, le secteur de la microfinance nigérien est composé de 41 SFD, systèmes financiers décentralisés, dont 10 qui sont dans l'article 44, donc les sociétés anonymes. On a 5 qui sont spécialisées en finance islamique et les 31 autres institutions de microfinance, ils sont des IMSEC, des institutions de microcrédit et épargne. Donc, les IMSEC, au niveau des 31 IMSEC, là, il y a 2 qui sont en réseau et les 29 autres sont des institutions indépendantes. Donc, voilà ce que j'ai comme, en gros, donc la présentation. Donc, le Niger, il enregistre un taux d'inclusion financière des plus bas de tous les pays de la zone UEMOA. Certes, la microfinance a fait ses preuves au Niger, mais elle est aussi émaillée de dysfonctionnements et de crises auxquelles sont confrontés le système financier décentralisé ces dernières années. Donc, on peut entre autres citer la défaillance du contrôle interne cumulativement à l'inexistence ou bien à l'inexistence et l'inadéquation des systèmes d'information et de gestion fiables du même qui existent aujourd'hui. Parce qu'on a des institutions de microfinance qui sont dans des zones les plus reculées, qui ne disposent même pas de système d'information et de gestion. Du coup, les remontées d'informations aux régulateurs posent un problème vraiment au niveau de nos structures. Et le secteur est confronté aussi à de nombreuses contraintes d'ordre structurel qui font accroître la demande d'année en année. Il y a l'insuffisance des ressources stables. Une des caractéristiques de la microfinance au Niger est donc une cause profonde du non-respect de certains indicateurs, à savoir le financement de crédit à court terme par les ressources stables, la capitalisation, la liquidité. Ceci entraîne le problème de viabilité de nos institutions. Aussi, il y a l'inaccessibilité des systèmes d'information et de gestion. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, le secteur de la microfinance est marqué par le développement et la diversification de l'offre de services nécessitant une meilleure maîtrise de l'information et de sa régularité. Donc, ce défi interpelle vraiment les institutions de microfinance à disposer des cycles adaptés. En cette période, on peut ajouter qu'en cette période de rareté vraiment de la monnaie fiduciaire, les institutions de microfinance nigériennes doivent donc résolument se retourner vers la digitalisation de leurs produits et services. Donc, ce que j'ai à ajouter, il y a aussi
le renforcement des capacités techniques de ces structures de microfinance et des acteurs qui les animent afin de contribuer à la professionnalisation du secteur. Donc, le problème qui mine vraiment nos structures, il y a le manque de ressources financières adéquates vraiment pour soutenir l'activité. On a une forte demande qui est là. La population, elle est vaste vraiment. La population cible, elle est vaste. Surtout nous, notre particularité, les femmes. On intervient au niveau des femmes qui sont en milieu rural, qui sont un peu reculées, qui vivent dans des zones d'insécurité et qui ont des problèmes vraiment pour faire les déplacements et venir dans les villes où se situent nos agences. Donc, du coup, le problème d'interopérabilité du digital sera une solution à ce problème. Et donc, c'est ce qu'on attend. Déjà, la BCAO est vraiment dans cette politique-là de redynamisation de ce secteur-là. Donc, on espère vraiment qu'il y ait un issue confiant vraiment. Pour ce qui est du portefeuille de crédit, donc le portefeuille du crédit est estimé à plus de 20 milliards au Niger contre 600 milliards pour le Sénégal. Et ça, on peut noter que malgré les mesures drastiques imposées à notre pays lors du coup d'État dernier, les acteurs de la microfinance continuent d'offrir des services à nos laborieuses populations pour leur permettre de surmonter cette situation. Donc, les systèmes financiers constituent un moyen vraiment important dans le développement du pays en général et la lutte contre la pauvreté en particulier. Voilà donc ce que j'ai à dire par rapport vraiment à ce problème de bas de résultats par rapport aux autres pays. Vraiment, on est en bas de la chaîne, ça on le reconnaît, mais on essaie de relever le défi, bien qu'il y a beaucoup de contraintes qui nous freinent, beaucoup de contraintes d'ordre structurel, des manques de ressources financières vraiment pour recapitaliser, on manque de recapitalisation même de nos activités. Les financements se font rares. Les institutions de microfinance se basent sur la collecte de la petite épargne pour refinancer encore le crédit. Donc, du coup, la demande ne peut pas être satisfaite à 100%. C'est un cri de cœur vraiment à l'endroit de notre gouvernement de l'État pour qu'il y ait une même mise vraiment sur ce secteur-là afin de le relever, parce que c'est vraiment un secteur qui fait de l'inclusion financière, qui touche aux plus petits producteurs qui est dans le village reculé. C'est la microfinance qui peut toucher cette cible. Je vous remercie. Merci, Madame Dambouzoua. J'ai retenu beaucoup de choses de votre intervention. Je vous remercie très sincèrement. Vous avez très bien expliqué la situation. Je voudrais retenir, par exemple, quelques éléments. C'est-à-dire qu'au niveau du Niger, tandis que la Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui 600 milliards d'encours, au niveau du Niger, ça fait 20 milliards. On a compris que là-bas, vous avez 41 SFD et qu'il n'y a que 10 qui sont régis par l'article 44. Donc, ça fait déjà qu'il y a 31 institutions de microfinance dont la BCAO n'obtient pas les chiffres. Donc, ça, c'est déjà important de le préciser. On a compris également que les systèmes d'information et de gestion ne sont pas nécessairement à jour, que la cible que vous visez, les femmes, se retrouvent beaucoup plus en zone rurale. Donc, tout ça arrive à expliquer le fait qu'on ait aujourd'hui un niveau d'encours juste de 20 milliards. Ce qui voudrait dire que, voilà, si on adresse de telles problématiques, on devrait avoir ce chiffre qui va nettement augmenter. Mais je vais rester avec vous, Madame Dambouzoua, par rapport à la cible des femmes à laquelle nous sommes très sensibles au niveau de Digital Frontier. Comment vous vous positionnez? C'est vrai, dans votre introduction, vous avez dit que vous êtes une mutuelle de femmes qui existe depuis 28 ans. Comment vous vous positionnez sur ce segment des femmes? Comment vous vous différenciez par rapport à vos concurrents, justement, sur ce segment des femmes? Vous avez la parole, Madame Dambouzoua. Merci, Monsieur Lokossi. Vous savez, la population active du Niger, elle est estimée à environ 10 237 246 habitants, dont environ 73% des femmes, et des jeunes plutôt, 42% des femmes et environ 27% des adultes. Donc, la MECREF est une institution qui a été créée en 1996, je le disais, et qui a eu son agrément en 1998. Elle a été créée par des femmes et présentement, elle est dirigée par des femmes. Donc, si on prend si on prend la population du Niger dans sa globalité, elle est à plus de 52%, c'est des femmes.
Donc, vous voyez vraiment notre positionnement par rapport aux autres. Donc, nous, vraiment, en termes, on ne parle même pas de termes de concurrence, on est leader de la microfinance au Niger pour ce qui est de la gente féminine. C'est la seule structure qui fait une particularité pour ces femmes-là. Donc, vous voyez, donc on ne parle pas de concurrence à ce niveau. On offre des services financiers et non financiers. Et puis, notre cible, elle est particulièrement féminine. On offre des produits et services dans diverses chaînes de valeur, à savoir l'agro-business, l'agroalimentaire, la production, la transformation, l'artisanat et aussi dans le transport et la logistique, dans divers services. Donc, on a besoin d'accompagnement. On a fait des accompagnements non financiers et financiers pour une meilleure inclusion financière et sociale concernant l'éducation financière, l'utilisation avantage des produits et services digitaux, le fonds de roulement, le financement des investissements productifs rentables, les subventions des investissements innovants et structurels durables. Si nous prenons par exemple la population nigérienne, je disais qu'elle était à plus de 52% des femmes. Donc, nous, on offre des produits et services aux femmes, au groupement de femmes et jeunes filles entrepreneuses. On fait une particularité pour les jeunes filles entrepreneuses. Les jeunes filles, soit qu'elles ont fini la scolarité et par manque de boulot, elles sont à la maison. Donc, nous, on intervient vraiment pour cette cible-là, ou bien les jeunes filles qui sont déscolarisées. Parce que nous, je vous dis, la MECREF, elle s'appesantit vraiment sur le monde rural. Sur le monde rural, parce que on a une forte population qui est dans le monde rural, qui n'arrive pas à accéder aux produits financiers et services, vraiment. Donc, nous, on met un accent particulier sur cette frange de la population et aussi, on fait plus de plaidoyer aussi au niveau de l'État, pour nous soutenir vraiment dans cette activité-là. Parce que les jeunes constituent la population active. On est à plus de 113% des jeunes et nous, on est là pour la cible des jeunes. Donc, même dans l'octroi des crédits, vraiment, il y a une différenciation pour ce qui est des jeunes filles et des adultes. On fait une particularité par rapport à ça. Et du coup, pour ce qui est, par exemple, du digital, nous, le digital reste un défi vraiment à relever pour pallier à tous les problèmes qui constituent des obstacles pour atteindre l'inclusion financière de toute la population. Surtout, je vous dis qu'on a une grande population cible qui est là, qui ne peut pas se déplacer à cause de l'insécurité qui prévaut dans notre pays, par manque de moyens, vraiment, parce que même pour se déplacer, c'est des coûts. Vous savez que c'est des coûts. Donc, cette population a besoin de proximité. Et d'où donc les institutions de microfinance, on doit relever ce défi-là via le digital pour amener cette population vraiment à adhérer à nos produits et services. Donc, au regard de l'enjeu éminent stratégique du secteur de la microfinance au Niger, dans un contexte comment dirais-je, dans un contexte puisqu'on est en pleine renaissance, je veux bien le rappeler, monsieur le Kossi, le Niger est en pleine renaissance dans un contexte donc de souveraineté et de souveraineté nationale et de sauvegarde de la patrie. Il s'avère nécessaire de mettre en place un dispositif institutionnel adapté pour améliorer les ambitions de l'heure, et aussi nos produits et services afin de faire plus de levée de capitaux, booster le développement économique du pays, du développement économique et social de cette frange de la population féminine en particulier et de toute la population nigérienne en général. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport à notre spécificité des femmes au niveau du Niger. Donc, on ne parle pas de concurrence vraiment. Nous, on est leader de la microfinance féminine au Niger. Voilà. Merci, Madame Dambouzoua. On l'a très bien compris. Vous êtes leader de la microfinance féminine au Niger et félicitations pour le travail que vous abattez là-bas. Je crois avoir une petite idée. J'ai vu, vous n'avez pas tenu pas longtemps une assemblée générale. Donc, j'ai eu quelques échos en fait de ce que vous faites et je vous en félicite. Je vais maintenant me tourner vers Yves Roland Millan de FinAfrica, justement pour nous expliquer, pour nous aider à décrypter un peu les performances du marché
de la microfinance en Côte d'Ivoire, puisque si vous vous rappelez en introduction, je disais que la Côte d'Ivoire est la place financière la plus dynamique de l'UEMOA, avec 600 milliards en encours et en encours de crédit et quasiment l'équivalent en encours de dépôt. Donc, Yves, on aimerait bien savoir aujourd'hui qu'est-ce qui explique ce dynamisme de la place financière ivoirienne par rapport au sous-secteur de la microfinance et comment vous, au niveau de FinAfrica, vous vous positionnez sur votre marché. Donc, Ok. Yves, tu as la parole. Merci Maxime. Je voudrais peut-être relativiser un peu parce qu'on partage quand même le lead avec le Sénégal. Sur le dernier rapport de juin 2024, donc de la Banque centrale, sur les performances de la microfinance en termes d'encours de dépôt, la Côte d'Ivoire est juste leader devant le Sénégal. Donc, comme tu l'as mentionné, avec presque 600 milliards d'encours. Par contre, sur le crédit, au niveau du Sénégal, ils sont à un peu plus de 700 milliards, là où nous sommes à 600 milliards. Donc, on va dire, on partage la tête avec le Sénégal et je vais laisser Moumar éventuellement parler de ces sujets-là lorsqu'il interviendra. Qu'est-ce qui explique donc le dynamisme de la microfinance en Côte d'Ivoire? Pour moi, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Déjà, la taille du marché, on va dire 30 millions d'habitants, un contexte économique favorable et enfin, le soutien institutionnel et l'innovation technologique. Dans le détail, qu'est-ce que cela veut dire? En termes de contexte économique favorable, nous avons une croissance économique soutenue. Donc, depuis la crise post-électorale de 2011 jusqu'à aujourd'hui, à l'exception de 2020, donc année Covid, la Côte d'Ivoire a connu une croissance économique entre 6 et 10% en moyenne. Donc, ce qui a permis un développement significatif de la microfinance et ce qui nous permet d'être aussi le moteur économique de la zone UEMOA. L'autre point sur l'économie, c'est relatif à la diversité des activités. Bien que sur le volet de la microfinance, l'agriculture est le pilier de l'économie ivoirienne, nous avons également un secteur informel qui est très actif. Et donc, la microfinance s'adresse également à ce secteur informel-là, donc dans le financement des petits acteurs économiques sociaux. Il y a un autre aspect également qui est relatif à la population urbaine croissante. En Côte d'Ivoire, bien que la microfinance, dans son essence, à la base, s'orientait vers des populations en zone rurale, aujourd'hui, de plus en plus de microfinances ont axé leur stratégie vers des populations en zone urbaine. Et donc, le développement des zones urbaines ou l'évolution du taux d'urbanisation permet donc au secteur de la microfinance d'atteindre un certain type de clients avec des potentialités plus importantes que des populations en zone rurale. J'avais mentionné tout à l'heure le secteur informel qui est assez présent en zone urbaine également et que la microfinance permet de financer. Le dernier point est relatif au contexte politique stable. Comparativement à certains autres pays de la zone UEMOA, à la suite de la crise post-électorale de 2011 que j'avais mentionné précédemment, la stabilité politique que nous avons connue ces 15 dernières années presque nous ont permis d'avoir en fait un climat propice à l'expansion des IMF. Donc, contrairement à d'autres pays qui font face à quelques défis sécuritaires et quelques défis de stabilité sur les aspects politiques. Comment nous nous positionnons sur notre marché? Donc, FinAfrica Microfinance Côte d'Ivoire, donc, qui s'appelait anciennement la première agence de microfinance. Je pense pour Clément qui est au Burkina, c'est un acteur au niveau du Burkina. Donc, la première agence de microfinance a intégré le réseau FinAfrica en juillet de l'année dernière. Nous sommes en attente de la validation de la Banque centrale du changement de dénomination, donc pour que PMF, donc première agence de microfinance, devienne entièrement FinAfrica Microfinance Côte d'Ivoire. Cette filiale-là a une particularité parce qu'on hérite de ce que faisait la première agence de microfinance qui avait donc une stratégie orientée vers le financement agricole. Vous en voyez pour preuve, le siège de l'institution est à Bouaké et pas à Abidjan. Les agences étaient principalement dans le nord donc pour financer les agriculteurs.
principalement. Et il y avait également une spécialité, donc PMF était vraiment spécialisé dans tout ce qui est financement des agriculteurs, donc tout ce qui est financement des intrants avec des crédits in fine, donc avec le remboursement soit du capital en fin de période et un remboursement progressif des intérêts durant la période du crédit. Donc tout ça, en fait, nous positionne déjà historiquement sur une population rurale au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, dans notre stratégie aujourd'hui, nous voulons éventuellement nous orienter vers des zones urbaines. Donc, ce qui a expliqué aujourd'hui l'ouverture de notre seconde agence à Abidjan. Et nous prévoyons également ouvrir des agences également dans d'autres villes importantes de la Côte d'Ivoire. D'une part. Deuxièmement, c'est la partie digitale. Donc, la transformation digitale à laquelle dont je suis en charge est un pilier important de notre stratégie. Donc, par transformation digitale, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Nous avons tout ce qui est expérience client, automatisation des processus internes, la donnée au cœur de notre stratégie, etc. C'est vraiment tout un programme que nous essayons de dérouler. Donc, avec Maxime, pour résumer, avec l'historique que nous avons de l'institution que nous avons acquise, nous allons d'abord consolider les bases avant donc de nous positionner face à d'autres acteurs bien plus importants sur le marché ivoirien. Donc, c'est un peu aujourd'hui notre positionnement et la stratégie dans laquelle nous sommes. Merci, merci Roland. Je crois que tu avais tendu une perche à Moma, donc je vais me tourner vers lui. Voilà pour nous expliquer un peu aussi le dynamisme de la place du Sénégal. Voilà par rapport au secteur de la microfinance, comme vous êtes co-leader, et comment se positionne le Crédit Mutuel du Sénégal par rapport aux défis du marché sénégalais de la microfinance. Donc je laisse la parole à Moma. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Je pense qu'il y a Yves qui m'a tendu la perche. Donc, je le disais tantôt dans l'introduction. Donc, aujourd'hui, nous avons dans notre implémentation et dans notre implantation, donc 218 agences qui sont réparties, comme je le disais tantôt, dans les départements. Nous avons à ce jour 1,5 million sociétaires qui sont en fait donc, nos sociétaires du Crédit Mutuel. Et maintenant, en fait, en termes d'adressage, nous adressons, comme je l'ai dit, plusieurs domaines d'activité. Donc, il y a l'agriculture, à travers les différentes campagnes agricoles, c'est le Crédit Mutuel qui procède au financement. Le commerce, nous finançons les petites et moyennes entreprises, de même que les services, toute la partie services aussi, nous procédons au financement. Maintenant, en termes de sociétariat, nous avons des sociétaires qui sont des particuliers, nous avons des sociétaires professionnels et nous avons des PME, PMI. Donc ça, c'est en termes vraiment d'implémentation. Donc tantôt, Madame parlait de leader de la microfinance au niveau du Niger. C'est pareil pour le Crédit Mutuel du Sénégal. Donc à ce jour, nous sommes leaders au niveau de la microfinance au Sénégal et avec d'autres structures de la place, notamment PAMECAS et les autres. Mais en termes d'implémentation, effectivement, et en termes d'implantation, le CMS aujourd'hui a une implantation beaucoup plus importante que l'ensemble de ces structures de mutuelles et en termes de sociétariat, d'encours crédit et en termes de dépôt. Donc, à ce niveau, je pense que nous avons en fait beaucoup de choses à faire valoir. Et le point important sur lequel moi je voudrais insister, c'est la disponibilité de nos services. Donc, aujourd'hui, nous faisons en sorte que nos services soient disponibles sur plusieurs canaux. Nous avons des canaux, en fait, dans le cadre des agences, parce que nous avons, comme je l'ai dit tantôt, 218 points de service. Mais au-delà de ça, nous avons mis en avant le digital à travers, en fait, déjà une plateforme digitale sur laquelle peut-être je vais revenir. Le premier élément du digital que nous avions fait, c'est beaucoup plus la partie information. C'est-à-dire que le sociétaire, avant, ne disposait pas d'informations. Donc, sur ces transactions, nous avons mis en place un dispositif qui lui permet d'avoir un service et de recevoir en temps les alertes SMS. Donc, ça, c'était le premier élément que nous avons mis en place. Ensuite, nous avons fait de sorte que l'ensemble de nos sociétaires, PME, PMI, entreprises, puissent disposer de leur relevé.
chaque fin du mois parce que c'était une demande. Et là, nous avions mis en place une plateforme que nous avions appelée e-relevé. Et enfin, nous avons mis en place une application mobile. Cette application mobile a été développée en interne par une équipe que nous avons mis en place. Nous avons mis en place une équipe digitale qui a développé une application mobile. Et cette application mobile aujourd'hui est utilisée par beaucoup de sociétaires du Crédit Mutuel. Et parallèlement à cette application mobile, nous avons lié des partenariats avec beaucoup d'autres structures, notamment, je peux citer, pour la partie services et autres, nous avons lié des partenariats avec Nearpay. Donc, pour la partie bank to wallet, wallet to bank, etc., et autres services, nous avons lié des partenariats avec Orange Money et avec Wave. Tout ça dans le cadre de la mise à disposition je veux dire, de la disponibilité à l'ensemble de nos sociétaires. Donc, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un maillage déjà sur l'étendue du territoire à travers nos agences, mais de notre côté, d'avoir un maillage sur la partie digitale et de nous permettre de pouvoir mettre au fur et à mesure des services supplémentaires. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de procéder à la réflexion pour pouvoir mettre à disposition de nos sociétaires la possibilité, à partir de leur application mobile, de pouvoir lancer eux-mêmes en fait leur demande de crédit et de suivre tout le processus au niveau de la plateforme crédit. Nous sommes en train d'étudier d'autres alternatives à travers les autres services que nous disposons. Donc, c'est ça que nous avons mis en place, ce qui nous a permis de répondre aux différents défis. Donc, aujourd'hui, qui ne sont plus des défis d'implantation pour nous, mais beaucoup plus des défis d'expansion et des défis de mise à disposition des services à tout moment pour nos sociétaires. Donc voilà, Maxime, ce que j'avais à donner comme élément de réponse. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, en termes de leadership, donc le Crédit Mutuel incarne ce leadership au niveau du Sénégal et nous envisageons aussi de l'incarner au niveau de la zone IMO. Merci. C'est très ambitieux, Momar. C'est très, très ambitieux. Donc, je crois que FinAfrica a une réponse à apporter. Mais je vais me tourner maintenant vers mon ami Clément Bassinga de Barca Finance au Burkina Faso. Donc voilà, on est en train de terminer un tout petit peu cet état des lieux du secteur de la microfinance dans l'UEMOA et dans vos pays respectifs. On aimerait bien savoir aujourd'hui comment Barca Finance se démarque sur le marché du Burkina Faso. Ok, merci Maxime. Peut-être avant de répondre à la question, je vais un peu décrire l'idée, comment est venue l'idée de la création de Barca. Comme je l'ai présenté à mon introduction, Barca Finance fait partie d'un groupe avec plus de 10 entreprises. Et au sein de ce groupe, il y a des chaînes de boulangerie, ceux qui distribuent le pain. Et qu'est-ce qui était fait auparavant? C'est que ces structures-là octroyaient des crédits pour permettre aux clients qui achètent le pain et revendent pour pouvoir acheter plus de pain pour pouvoir faire des équipements et d'investissements. Et à la fin, puisqu'il y a des commissions qui sont reversées chaque mois à ces clients, donc le crédit était remboursé à partir de ces commissions. Et vous voyez, naturellement, le fisc ne peut pas admettre ces genres de pratiques. Et le groupe a réfléchi comment on pouvait mettre en place une institution financière et rediriger tous ces clients-là vers cette institution afin qu'ils puissent bénéficier des crédits pour pouvoir acheter plus le pain, que ce soit aussi le gaz et les aliments pour bétail. Voilà comment est venue l'idée de la création de Barca Finance. Naturellement, il y a une étude du marché qui a été faite. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de structures IMEC, système de structures coopératives ou des ONG, des projets qui avaient pas mal aussi de difficultés en termes de gouvernance. Donc, Barca Finance s'est positionné comme une SA avec un capital de 1 milliard. Maintenant, quelle est la cible? Donc, dans notre portefeuille potentiel, on a vu qu'il y avait déjà des activités génératrices de revenus et qui représentent au moins 60% de notre portefeuille actuel. Il y a d'autres activités encore plus robustes que ces AGR-là, qui représentent environ 30%. Nous avons aussi les salariés, puisque le groupe emploie plus de 5000 personnes qui sont redirigées en tout cas vers Barca Finance. Et eux représentent à peu près 10% de notre portefeuille. Et aussi, nous avons les PMI, PME qui prennent des crédits allant jusqu'à 100 et plus millions.
Donc, eux, ils représentent environ 10% de notre portefeuille. En termes de secteur d'activité, on intervient dans plusieurs secteurs d'activité, tels que l'agriculture, l'élevage, mais c'est le commerce qui représente 80% de notre encours de crédit actuellement. Naturellement, on intervient dans la transformation des services tels que, avec des crédits de fonds de roulement d'investissement et aussi également des crédits de consommation. Et maintenant, en termes de canaux de distribution, d'abord, nous avons les agences physiques. Voilà, le client peut passer en agence également pour avoir accès à ces produits-là. Nous avons aussi mis en place un canal digital qui est nommé Barca Cash, dont nous faisons du wallet to bank et le bank to wallet également. Le client a la possibilité, sans se rendre en agence, d'avoir accès directement à son compte pour retirer de l'argent ou bien faire des dépôts. Et aussi, il peut avoir la consultation et même des mini-relevés sur son compte. Nous avons également des projets à moyen terme, étant donné que nous avons déjà un réseau de distribution qui est les cafés pyramides et les stations-service, et ou même les grossistes qui distribuent tous ces produits-là, les grossistes et les demi-grossistes. Nous voulons aller sur du agency banking. Voilà. Et ces personnes-là peuvent être en même temps des agents qui vont distribuer nos produits, qui peuvent en tout cas offrir des services minimum de base à nos clients. Et aussi, à long terme, on réfléchit également à émettre de la monnaie électronique. Et ces agents-là vont facilement distribuer nos produits en ce sens. Voilà à peu près ce que je peux dire du positionnement de Barca Finance sur le marché de la microfinance burkinabé. Merci. Merci Clément. J'ai noté quelques chiffres. Le capital de 1 milliard à 5 000, disons les 5 000 salariés qui représentent 10% hein, de votre clientèle, des crédits qui peuvent aller à 100 millions de CFA. Est-ce que vous êtes totalement une institution de microfinance ou bien vous avez glissé dans la maison finance? Bon, pour l'instant, nous sommes toujours une institution de microfinance parce que la principale cible, là, c'est vraiment les TPE et les AGR. Donc, ils sont nombreux. Comme je l'ai dit, ceux qui vendent quand même le pain, ils distribuent, puisqu'il y a des grossistes et des semi-grossistes qui sont à l'intérieur, ils représentent quand même un portefeuille. Donc, l'idée, c'est d'arriver à un moment donné, subdiviser en tout cas nos produits. Une cible qui est spécifique, ce sont les AGR. Une autre cible également qui va aller au niveau des maisons. Sinon, maisons, nous sommes autour de 10% de notre encours de portefeuille actuellement. Très bien. Donc, un jour, c'est sûr que vous allez créer Barca Maison. Oui, c'est ça. On vous souhaite bonne chance. Je vais maintenant, merci Clément, je vais maintenant me tourner vers Moma. Je précise que Moma qui représente le CMS, le CMS aujourd'hui fait partie voilà, des acteurs financiers au Sénégal qui ont été retenus pour la phase pilote du projet d'interopérabilité. Je crois que c'est important de le préciser. Et tout à l'heure, Moma nous avait listé un certain nombre de partenariats voilà, qui permettent au CMS de pouvoir proposer ses services via des canaux digitaux. Et donc, par rapport à cela, nous aimerions bien savoir quels sont les défis que rencontrent ces clients hein, et qui ont poussé le CMS à aller très vite dans cette transformation digitale. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Je pense que vous l'avez tantôt rappelé. Donc, nous sommes l'institution une institution qui a été retenue dans le cadre de la phase pilote pour l'interopérabilité de la Banque centrale. Donc, il faut juste rappeler par rapport à l'interopérabilité que ça répond à un défi croissant de l'inclusion financière au niveau de la zone UEMOA. Donc, pour notre cas, pour le cas du Crédit Mutuel, donc nous avons des clients qui sont répartis un peu partout dans les zones éloignées. Donc, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, 218 points de service. Nous avons des agences qui sont au niveau de la frontière avec la Guinée, avec les deux Guinées, je dirais, avec même la Mauritanie. Donc, ce qui fait que cet éloignement fait qu'ils rencontrent des difficultés pour accéder physiquement au niveau de nos agences. Donc, ce qui nous a amené un peu à recourir aux canaux digitaux. Donc, ces canaux digitaux tels que le mobile, l'USSD, etc. Donc, je dirais que les défis, ça va nous permettre, nous, de réduire les coûts de transaction pour les clients. Parce qu'un client
qui devait quitter une zone reculée pour aller vers une agence, ça va lui permettre en fait d'aller à partir de son application de pouvoir faire la transaction. Et aussi, en fait, ça va permettre aussi d'assurer une meilleure intégration de l'écosystème financier. Parce que comme on sera au niveau de l'interopérabilité, donc aujourd'hui, les barrières qu'on avait auparavant entre les différents pays de la zone, donc ces barrières seront levées à travers cette plateforme interopérable. En fait, ça va permettre aussi de répondre aux attentes de modernité et d'efficacité. Donc, de plus, donc pour rajouter, je dirais que ces solutions, ils vont nous permettre, nous aussi, d'élargir notre offre de service. Je l'ai dit aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, nous avons une offre de service qui est beaucoup plus, voilà, je dirais, physique, mais ce sera beaucoup plus une offre élargie avec d'autres services qui vont venir s'ajouter. Le sociétaire, parce que chez nous, ce n'est pas un client, c'est un sociétaire. Le sociétaire aura la possibilité, à partir de son application, à travers l'interopérabilité, de disposer des services supplémentaires que les autres vont mettre en place. Et un élément important, une possibilité, nous, d'avoir des partenariats stratégiques avec les fintechs, avec les assurances et aussi avec d'autres pour pouvoir développer d'autres services. Et puis, ces services, on pourra les offrir à nos sociétaires et aussi permettre de faire d'avoir d'autres possibilités. Et enfin, il y aura aussi une confiance parce qu'il y aura une sécurisation des transactions. Je vais revenir un peu plus loin sur la sécurité qui a été mise en place dans le cadre de cette interopérabilité et dans le cadre même de la mise en place de la phase pilote, parce que c'était un élément important de la Banque centrale dans le cadre du pilote qui doit être mis en place, la partie sécurisation des transactions, la partie sécurité de l'infrastructure et les autres aspects. Et enfin, je dirais des services qui sont plus souples et réactifs face aux besoins des clients, parce que nous avons des besoins diversifiés qui, nous, aujourd'hui, nous les offrons, mais demain, avec l'interopérabilité, ces défis-là, en fait, seront relevés. Donc, Maxime, voilà les quelques éléments de réponse que je pourrais donner par rapport aux différents défis qui sont rencontrés par les sociétaires qui, avec la participation à la phase pilote, vont nous permettre de les lever. Merci beaucoup. Merci bien, Mouma, pour cet éclairage par rapport aux défis des sociétaires du CMS. J'ai une question quasiment identique, voilà, que je vais adresser maintenant à Yves Roland, voilà, de FinAfrica. Donc, Yves, qui est le directeur de la transformation digitale à FinAfrica. Donc, il est vraiment dans son domaine. Alors, Yves, on aimerait bien savoir au niveau de FinAfrica, quel a été votre parcours pour offrir des services financiers digitaux à vos clients. J'avais déjà compris quelque part dans ton intervention qu'il y avait déjà quelque chose qui avait été commencé par la première agence de microfinance, mais quand FinAfrica a acquis la première agence de microfinance, qu'est-ce qui a changé? Quel a été votre parcours en termes de transformation digitale? Donc, Yves, je te laisse la parole. D'accord, merci Maxime. Faut préciser que la première agence de microfinance revient de loin, d'assez loin en termes de digitalisation, etc. Mais le sujet du digital, donc de la transformation digitale au niveau de cette filiale-là, s'inscrit dans la stratégie globale en fait de transfert digital du groupe. Donc, nous sommes d'abord partis d'un état des lieux. Donc, en termes de maturité digitale de la filiale, les défis techniques sur le core banking system ou l'ERP de gestion, en termes de stratégie, comment nous voulons nous positionner, en termes d'organisation et de procédure, en termes de renforcement de capacité. Donc, ce dont je vais parler là sera vraiment les services financiers digitaux pour les clients finaux, donc qui peuvent toucher de manière transversale les différents modules opérationnels de la mise en œuvre de ce sujet-là. Donc, après avoir fait l'état des lieux que j'ai mentionné, où est-ce que nous en sommes avec notre core banking system, quels sont les partenariats existants, comment nous fonctionnons en termes de process, nous avons défini une stratégie. OK, où est-ce que nous voulons aller? Donc, en termes de stratégie, il y avait donc plusieurs options stratégiques que sont les applications numériques de terrain, donc tout ce qui est DFA, est-ce qu'on va équiper les agents de crédit ou même changer déjà même cette dénomination d'agent de crédit vers gestionnaire de portefeuille
et les équiper d'équipements et de solutions digitales pour pouvoir adresser les clients. Quel type de partenariat nous allons développer? Donc, les sujets de banque to wallet, wallet to banque, des partenariats avec des fintech, exemple Rubix pour du renouvellement automatique de crédit. Est-ce qu'on fait du nano-crédit? Également, en termes d'expérience client, quels sont les canaux via lesquels nous souhaitons que les clients interagissent avec nous? Donc, tout ce qui est agency banking, appli mobile, USSD, ce sont des sujets en fait qu'on a essayé d'identifier en fonction du profil de nos clients. Est-ce qu'on introduit également les sujets de scoring, d'évaluation du risque client à partir de données existantes ou de données alternatives? Donc, tous ces aspects-là, on a essayé de les analyser et en fonction du profil donc, de nos clients, zones rurales, agricoles, notre stratégie de nous étendre en zone urbaine, nous avons identifié les canaux en fait et les partenariats, les fonctionnalités à mettre en place pour pouvoir déployer notre stratégie de transfert digital et de mettre à disposition des services financiers digitaux à nos clients. Donc, à la suite de ce chantier de cadrage stratégique, il y avait une question qui se posait et qui est une particularité de la microfinance. Il s'agit du contact humain, le physique avec le client. Aujourd'hui, certains diront qu'on doit partir sur une approche totalement digitale. Moi, je suis plutôt un adepte du phygital, qui est un concept où on combine les agences physiques, le contact physique, avec des canaux digitaux pour les clients. Pourquoi? Parce que de l'expérience que nous avons de la microfinance, les clients font encore confiance au gestionnaire de portefeuille, à une personne qu'ils voient physiquement. Donc, l'idée, c'était de maintenir ce socle-là tout en équipant nos clients et le réseau des canaux et des produits digitaux pour leur permettre de transacter. À partir de là, il y a le travail, la mise en œuvre opérationnelle concrète. Premier sujet, le core banking system. Aujourd'hui, on ne peut pas fournir de solutions digitales avec une solution obsolète, une solution qui ne permet pas de disposer d'API d'interconnexion avec des third parties, principalement pour du bank to wallet ou d'autres types de produits. Donc, il y avait ce sujet de migration vers un core banking system plus récent, plus adapté à tous ces sujets d'interconnexion et d'intégration. Et il y a le dernier point d'avoir la main sur son outil technologique. Tout à l'heure, Moumal a dit au niveau de CMS, ils ont mis en place une entité qui a développé l'application mobile. Aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas la main sur votre outil technologique en termes de transformation digitale, vous êtes dépendant de vos éditeurs qui n'ont pas forcément de la bande passante pour vous accompagner dans des tests, des idées que vous voulez rapidement mettre sur le marché. Donc, il y avait ce sujet également de prise en main de notre outil technologique pour nous permettre de rapidement tester des choses sur le marché, développer des innovations, etc. Et enfin, il y avait le sujet de mettre la donnée au cœur de notre stratégie. Donc, tout ce qui est reporting automatisé, analyse des données clients, comprendre le comportement des clients. Donc, ce sont tous ces éléments-là que nous avons mis en place. Petite problématique au niveau de Finafrica et donc de PMF, il s'agit du changement de dénomination. Donc, aujourd'hui, tous les services financiers numériques ou tous les canaux digitaux clients sont déjà prêts. Nous attendons vraiment ce changement de dénomination validé par la Banque centrale pour pouvoir donc mettre ces produits-là sur le marché avec la nouvelle identité visuelle de Finafrica Microfinance. Donc, tous ces sujets-là, nous les abordons en termes de services financiers pour les clients finaux et également en termes d'organisation et de procédures internes. Le sujet du core banking system est derrière nous. Donc, nous avons aujourd'hui un core banking system pleinement adapté pour pouvoir répondre aux besoins, à nos besoins stratégiques, donc sur le développement des services financiers numériques. Et là, maintenant, nous travaillons sur la mise sur le marché de ces canaux-là pour nos clients. Et enfin, nous allons travailler sur les aspects partenariat et innovation, donc tout ce qui est sujet de bank to wallet et wallet to bank. Petite précision également, aujourd'hui, nous n'avons pas eu au niveau de la Côte d'Ivoire la chance comme CMS d'être sélectionné pour la phase pilote pour le projet d'interopérabilité, mais c'est quelque chose que nous observons particulièrement et je pourrais présenter les avantages que nous avons identifiés pour notre institution de microfinance pour les clients.
parce qu'il y a un énorme avantage, surtout des frontières régionales. Un petit exemple avant de revenir sur ce point-là, Maxime, c'est le fait qu'aujourd'hui, lorsque vous opérez en zone rurale où vous ciblez les TPE avec les populations étrangères ou qui vivent en Côte d'Ivoire mais viennent d'un pays étranger, il y a ce sujet de transfert des fonds entre deux pays, donc de la zone UEMOA, et le projet d'interopérabilité nous permettra donc de mettre à disposition de ces clients-là des outils qui leur permettront de faciliter leurs transactions, mais j'y reviendrai. Merci, merci Yves. Je crois que nous avons fait ce tour, cet état des lieux du secteur de la microfinance dans l'UMOA et dans vos pays respectifs. Donc, on a bien compris que vous êtes tous engagés, c'est vrai, à différents niveaux dans un processus de transformation digitale et que c'est plutôt favorable pour le projet d'interopérabilité. Mais on a compris également les défis qui sont les vôtres, notamment parfois des questions de système d'information des questions de système d'information de gestion, la nécessité de diversifier un peu vos produits. On a bien compris cela. On va maintenant aborder l'interopérabilité en elle-même. On va commencer avec Madame Danbouzoua de la MECREF au Niger. Donc aujourd'hui, comment vous, au niveau de la MECREF, vous percevez ce projet en termes d'opportunités? Qu'est-ce que cela vous permet de pouvoir améliorer, de pouvoir offrir à la cible particulière, puisque vous êtes aujourd'hui l'institution de microfinance leader sur le marché féminin au Niger. Comment ce projet constitue-t-il une opportunité pour vous à la MECREF? Madame Danbouzoua, vous avez la parole, s'il vous plaît. Madame Danbouzoua, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Madame Danbouzoua, on ne vous entend pas. Vous pouvez activer votre micro. Je crois que votre micro est maintenant ouvert. OK, on vous entend maintenant. Vous pouvez y aller. Donc, merci, Monsieur Lokossi. Donc, moi, ce que j'ai à dire pour l'interopérabilité, au Niger, vous savez, on est dans la phase primaire vraiment. Pour le digital, vraiment, il n'est pas opérationnel. Maintenant, on est dans la phase d'identification même des canaux de distribution des produits digitaux. Donc, on est en train de chercher, par exemple, rassembler, par exemple, les institutions de microfinance qui ont un sigle adapté vraiment au digital. On a un partenaire qui nous suit, donc il a choisi 5 institutions de microfinance pilotes, donc qui est en train de nous accompagner vraiment pour le digital. Donc, on est dans cette phase d'identification d'abord des canaux de distribution. Donc, vous voyez, donc on est vraiment à la phase initiale, nous, pour le digital. Mais ce que j'ai à dire pour l'interopérabilité du digital, vraiment, c'est un grand avantage pour nous parce que ça permettra effectivement l'intégration de l'écosystème financier à travers les pays de la zone UEMOA. Et nous, ça va aussi faciliter nos transactions parce que je vous dis qu'on a des cibles qui sont dans des zones reculées, dans des zones à risque et où le déplacement même est un problème. Mais je rejoins aussi l'idée de M. Yves en disant que le contact physique est très important si on peut le coupler vraiment au digital. Je crois que ça peut résoudre ce problème-là. Mais sinon, vraiment, nous, le service digital, vraiment, on l'attendait depuis. On l'attendait depuis vraiment pour résoudre ce problème-là parce que déjà, les sigles ne sont pas très performants. Comment dirais-je, on a nos antennes qui ne sont pas très performantes. En antenne, j'entends parler des opérateurs de téléphonie. Donc, ça aussi, il faut qu'on mette un lien vraiment pour que ça soit plus développé. Donc, on est vraiment à la phase initiale. Donc, le projet vraiment serait la bienvenue au Niger. Et j'espère qu'avec ça, on va résoudre plusieurs problèmes au niveau de nos cibles. Voilà ce que j'ai à dire au niveau de l'interopérabilité, vraiment. Merci, Merci. Madame Danbouzoua. Je vais me tourner maintenant vers Momar du Crédit Mutuel du Sénégal.
Donc, comme je l'avais rappelé, le CMS est participant à cette phase pilote. Donc, on va bientôt aller, je ne sais pas encore dans combien de mois, mais on ira sans doute vers une phase de généralisation. Ce que nous aimons savoir, Momar, c'est comment vous vous êtes préparé, hein, pour cette phase pilote. Quel a été votre parcours au niveau du CMS? Momar, il me semble que ton micro est fermé. Merci beaucoup, merci, Maxime. Donc, je disais, avant de répondre à la question, je voudrais juste revenir sur un point important dont a parlé Yves. Donc, c'est beaucoup la transformation digitale. Donc, c'est un élément très important et ça passe par une infrastructure déjà et un core banking qui puisse répondre. Et ça, je pense, nous, on l'a très tôt compris. Donc, avant même de passer à la digitalisation, le premier chantier, c'était la refonte totale de l'infrastructure et puis la mise en place d'un nouveau core banking donc adapté qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mieux appréhender et mieux mettre en place le dispositif digital. Donc, ce point, Yves, je vous rejoins en fait sur le point. C'est un élément hyper important. Donc, c'est ça qui nous a permis parce qu'avec notre ancien core banking qu'on avait, donc, il était très difficile de pouvoir mettre en place les API, de pouvoir dialoguer, et c'était un élément important. Au-delà du core banking, il nous fallait faire une transformation de façon globale, donc digitale. Donc, je vous rejoins sur ce point et espère qu'en fait, les autres panélistes qui sont présents, les autres institutions pourront, en fait, sur cette même sillage, prendre le même trajectoire. Donc, pour répondre maintenant par rapport à, à l'interopérabilité, donc je dirais que en tant que phase participant à la phase pilote, nous nous sommes rigoureusement préparés donc, pour un succès. Nous avons d'abord fait une évaluation interne approfondie de nos capacités techniques, parce que c'était l'élément de base donc, et opérationnel pour identifier les ajustements. Donc, il a fallu faire un certain nombre d'ajustements, aussi bien sur la partie technique, plateforme et autres. Et à la suite de ça, nous avons fait des campagnes de sensibilisation auprès de nos sociétaires pour pouvoir les familiariser. Mais aussi en interne, il y a un travail qui a été fait pour pouvoir identifier quels sont les produits, quels sont les services à mettre en place pour pouvoir répondre à cette interopérabilité. Donc, il y a d'une part les aspects techniques et d'autre part la partie, en fait, préparation sur le plan, je dirais, opérationnel, parce que les services à mettre en place, quels sont les différents produits à mettre en place, tout ça, il fallait le mettre. Et ça, il y avait une équipe dédiée qui a travaillé sur le sujet. Donc, ça, c'était le deuxième élément. Nous avons réalisé, à la suite de ça, nous avons, en fait, mis en place notre solution mobile. Donc, je le disais tantôt. Donc, cette solution mobile nous a permis de pouvoir, en fait, utiliser, en fait, démarrer, je dirais. Parce que là, donc, soit dit en passant, notre solution mobile s'appelle CMS Mobile. Donc, qui est une bonne opportunité pour initier nos sociétaires. Parce qu'il nous fallait d'abord, dans un premier temps, initier les sociétaires à l'utilisation du mobile. Étant entendu que avant, nos sociétaires n'avaient pas l'application mobile. Il nous fallait d'abord passer par une plateforme mobile et d'abord les initier. Donc, ce qui fait que ultérieurement, quand on va passer à l'interopérabilité, ils seront déjà initiés donc à l'utilisation du mobile. Donc ça, aujourd'hui, nous avons lancé une campagne de vulgarisation de notre plateforme mobile à travers des challenges que nous organisons, à travers voilà, une vente accrue, des journées de vente au cours desquelles même les directeurs descendent sur le terrain pour pouvoir vendre la solution. Donc, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un accroissement des ventes de la solution mobile. Et l'autre élément que nous avons pu faire des tests pilotes avec un échantillon restreint d'utilisateurs. Donc, cet échantillon restreint d'utilisateurs nous a permis, en moins de 6 mois, donc d'enregistrer, après, je dirais, aux alentours d'un millier d'utilisateurs de cette solution. Donc, je dirais, en fait, de façon résumée, que nous avons d'abord fait un premier diagnostic. Dans un premier temps, nous avons regardé notre
plateforme opérationnelle et technique. Et enfin, nous avons sensibilisé nos clients à l'utilisation du mobile. Et cette utilisation du mobile va leur permettre ultérieurement, quand nous allons aller vers l'interopérabilité, de pouvoir mieux l'utiliser. Donc, voilà les différents paliers que nous avons mis en place, tout en sachant que ces paliers sont parallèles à la partie technique. Cette partie technique, c'est la partie phase, la préparation de l'infrastructure, la préparation, en fait, sur la partie sécurité, la préparation des différents tests avec la Banque centrale. Donc, tout ça, c'est un lien. Donc, on a fait les choses de façon parallèle, ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir répondre aux différentes sollicitations de la Banque centrale. Voilà ce que j'avais à donner comme élément de réponse, Maxime. Merci. Merci, Momar. Je vais me tourner maintenant euh, vers Clément de Barca Finance. C'est vrai que, Momar, vous êtes participant à la phase pilote. Au niveau de Barca Finance, je crois que vous allez beaucoup plus viser la phase de généralisation, n'étant pas participant à la phase pilote. Tout à l'heure, dans ton intervention, j'avais noté en termes de mise à disposition de produits digitaux, qu'aujourd'hui vous proposez déjà le Bank to Wallet, que vous avez en perspective de développer l'agency banking et peut-être plus loin maintenant d'aller vers l'émission de la monnaie électronique. Ça, ce sont deux projets euh, j'avais notés au niveau de Barca Finance. Ce que nous aimons maintenant savoir, c'est globalement quel est votre état de préparation par rapport à la prochaine phase, c'est-à-dire la généralisation de l'interopérabilité des services financiers dans l'UEMOA. Ok, Maxime, merci Maxime. Je vais raconter un peu une petite anecdote. Je pense que c'est en 2018, avant que j'intègre cette institution, j'étais dans une autre institution et il était question d'organiser un séminaire pour travailler sur la stratégie digitale de ce groupe. Et je vous assure, pendant une semaine, on a réuni les experts avec les différents membres du groupe. À la fin du séminaire, aucun pays ne s'est décidé d'aller vers le digital. Tout simplement, j'ai rejoint l'idée de Roland ici. On s'est dit l'approche de la microfinance, c'est d'abord l'humain. Connaître l'homme, être proche de lui pour pouvoir lui proposer des services qui sont adaptés à ses besoins. Mais est-ce qu'avec le digital, on peut offrir ce service-là de façon proche, en étant proche du client? Mais avec l'avènement du Covid, je crois que ça a accéléré les choses. Et aussi, vu l'utilisation aussi du mobile banking qui est devenu le quotidien de tout le monde aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, du coup, avec aussi la formation que nous avons reçue des DFI, nous, ça nous a donné des prérequis pour pouvoir préparer en tout cas cette phase. Et du coup, aujourd'hui, quand je prends au niveau de notre core banking, nous avons pu acquérir un core banking qui est ouvert aujourd'hui avec des API qui peuvent être partagés facilement avec d'autres opérateurs. L'exemple en est que le mobile banking, nous avons réuni l'opérateur de téléphonie mobile, nous avons réuni une fintech précisément au Sénégal et aussi l'opérateur même qui a développé le core banking. Donc, le système là a été ouvert parmi tous ces partenaires-là pour pouvoir mettre en place cette solution. Et aussi, notre core banking, il y a des modules associés tels que le mobile banking, le web banking et le réseau même de distribution. Donc, du coup, volet technique, je crois qu'aujourd'hui, Barca Finance est techniquement prêt pour pouvoir aller dans le sens d'interopérabilité. Et je pourrais aussi ajouter au niveau de la sécurité également, nous avons des équipements de pointe en tout cas qui permettent de faire face à certains risques à la cybercriminalité. Mais par contre, quand je viens au niveau des ressources humaines, je peux dire que 10% vraiment ont cette capacité-là de maîtriser les aspects. Bon, moi, j'ai eu la chance de faire la formation, mais quand on évalue l'ensemble des ressources aujourd'hui, ils ne sont pas assez nombreux à avoir beaucoup d'expérience dans ce domaine. Du coup, il va falloir aller progressivement avec un plan aussi de formation qui permette aux gens de se mettre à niveau pour pouvoir faire face aux enjeux de cette transformation-là. Et je prends côté réseau d'acceptation aussi. Et comme je l'ai tantôt dit, nous avons en même temps des partenaires qui sont des boulangers, des stations-service, des grossistes qui vendent le gaz et les aliments de bétail. Ils constituent en même temps des points sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour pouvoir offrir ces services-là. Donc, en grosso modo, techniquement, Barca Finance est prêt. Nous avons l'opportunité d'avoir un réseau disponible
Mais en termes de ressources humaines, il va falloir travailler à renforcer les capacités internes pour pouvoir amorcer cette transformation. Merci. Merci Clément. On a bien compris, voilà, que l'état de préparation technique, voilà, je crois que vous avez, si je peux dire, l'infrastructure qu'il faut, qui vous permet, voilà, de pouvoir être intégré assez facilement euh, à l'infrastructure régionale au moment, voilà, de la généralisation. Mais par contre, en termes de, euh, de préparation de vos effectifs, je crois qu'il y a encore des axes d'amélioration importants. Je crois on l'a très bien compris. Je vais maintenant me tourner vers Yves Roland Millard de FinAfrica, voilà, pour, disons, boucler cette partie de la discussion relative à l'interopérabilité, ses opportunités et ses défis. Euh, bon, on peut se dire déjà que ce projet va sans doute bouleverser votre business model et même d'ailleurs les business models des autres IMF représentés sur ce panel. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est vraiment comment ce projet peut impacter, peut bouleverser votre business model ou encore, par exemple, votre tarification. Et je veux insister sur vos revenus. Pourquoi? Parce que l'un des axes majeurs, ou je dirais plutôt l'un des objectifs majeurs de ce projet, c'est de proposer des services financiers à des coûts beaucoup plus accessibles aux populations. Donc, qui dit prix bas, dit forcément un impact sur vos revenus. Donc, comment cela bouleverse vos revenus? Comment cela peut également bouleverser votre business model, notamment les partenariats que vous avez éventuellement avec des fintechs? Donc, Yves, je vais te laisser la parole pour intervenir sur cette question. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Maxime. Pour rappeler, PMF aujourd'hui, c'est 7 agences physiques. C'est vrai que je ne l'avais pas mentionné. Donc, à Boaké, Korogo, comme je l'ai dit, principalement dans le nord et 2 agences au niveau d'Abidjan. Le sujet du projet d'interopérabilité, on le savait tous, n'était pas un secret de polichinelle dans la mesure où, depuis 2020, la Banque centrale y travaillait. Donc, depuis que la Banque centrale en fait, travaille sur ce projet, cela a soulevé d'abord des questions chez nous. Toute institution qui devrait être impactée a dû forcément faire cet exercice-là. OK, ces questions, c'était quoi? Maxime, dans ton propos au début, tu as parlé de l'interopérabilité bilatérale avec le fait que le bank to wallet, wallet to bank au niveau des États, c'est de l'interopérabilité, mais entre 2 ou 3 acteurs locaux, donc bilatéral. Il y avait cette question de quid de ces intégrations qu'on a aujourd'hui. Donc, premier sujet, avec quelquefois des tarifs qui sont plus ou moins élevés et donc des commissions plus ou moins intéressantes pour les institutions. Quel serait l'impact? Il y avait également le sujet, et donc lorsque la note de la Banque centrale est sortie au mois de juin ou de juillet avec les règles de tarification, je vous assure que certains acteurs ont dû s'asseoir pour revoir vraiment leur modèle tarifaire parce qu'il y a énormément de transactions qui sont obligatoires et gratuites pour le client. Donc, il y avait donc ce sujet de refonte. Nous, par contre, au niveau de FinAfrica Microfinance Côte d'Ivoire, actuellement PMF, nous ne sommes pas encore prêts. Donc, raison pour laquelle nous ne nous sommes pas embarqués dans la phase pilote, mais nous nous préparons. Revenons maintenant sur le sujet de commission, de partenariat, de business model, comment cela nous impacte. Pour nous le voyons comme une opportunité. Pourquoi? La microfinance ou l'activité bancaire à la base, le principe, c'est d'acheter et de revendre de l'argent. Donc, acheter de l'argent rémunérant les dépôts, l'épargne, vendre de l'argent en octroyant des crédits. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en termes de revenus? Donc, dans notre business model, on a des revenus liés des intérêts du crédit, mais on a aussi les revenus liés des services à valeur ajoutée. En l'occurrence, les services de banque à distance et tous les autres services ou canaux digitaux que nous mettons à disposition des clients. Dans le modèle actuel, en termes d'impact, pour FMCI concrètement, il n'y a pas d'impact dans la mesure où, je l'avais dit tout à l'heure, Maxime, nous n'avons pas encore déployé de canaux digitaux, de partenariats avec des fintechs. Cependant, nous avons des partenariats dans le pipe. Donc, ce qui est clair, que nous allons lancer ces partenariats sur les bases des règles tarifaires de
communiquées par la Banque centrale par rapport au projet d'interopérabilité. Donc, pour l'instant, nous n'identifions pas d'impact significatif sur des commissions que nous n'avons pas. Là où nous voyons plutôt, je disais, une opportunité dans un premier temps, c'était la possibilité de servir davantage mieux les clients. Aujourd'hui, certes, les clients de microfinance, lorsqu'on entend microfinance, on penserait à des clients ou des populations en zone rurale qui ne maîtrisent pas toutes les subtilités du domaine bancaire, mais je peux vous assurer que les clients, surtout les PME, ou les PME en fait que nous servons, ce sont des opérateurs économiques qui sont au fait des réalités en fait financières. Donc, ils gèrent quelquefois des entreprises avec des chiffres d'affaires de plusieurs millions de francs CFA. Donc, ils ont des besoins. Et ces besoins-là, c'est des besoins de payer des fournisseurs. Ces besoins-là, ce sont des besoins de pouvoir se faire payer instantanément, rapidement. Donc, nous voyons vraiment cette plateforme, la plateforme d'interopérabilité ou le projet d'interopérabilité de la Banque centrale comme une opportunité de développer de nouveaux produits pour les clients, pour certains segments de clients que nous avons en portefeuille. J'ai mentionné les clients PME, également les clients diaspora. J'avais donné l'exemple précédemment de ces clients-là qui viennent des pays frontaliers à la Côte d'Ivoire, qui font du business en Côte d'Ivoire et qui, quelquefois, ont besoin, ou très souvent ont besoin, d'échanges financiers entre leur pays d'origine et la Côte d'Ivoire. Et enfin, il y a un produit, si vous vous en souvenez, qui est assez développé aujourd'hui, qu'on appelle les RIB personnalisés. Donc, c'était la possibilité, par exemple, pour des fintechs, en l'occurrence comme Jamo Push, de pouvoir donner un RIB, donc un numéro de compte bancaire, à leurs clients pour recevoir des paiements de salaire ou des virements. La microfinance est une réalité également parce que les clients nous le demandent. Donc, le sujet de RIB personnalisé, éventuellement, nous voyons un impact avec la plateforme d'interopérabilité puisque nous serons partie prenante du système d'envoi de fonds en temps réel. Il y aura potentiellement un impact sur ce produit qui est développé et proposé par certaines institutions bancaires à d'autres acteurs que sont les fintechs et les microfinances. Donc, Maxime, il y a énormément de questions pour terminer mon propos sur le sujet d'interopérabilité qui nous impacte. Nous analysons nos réalités et nous adaptons nos business models en fonction. Au niveau du groupe FinAfrica et spécifiquement au niveau de nos deux filiales qui seront impactées par ce projet, en l'occurrence le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Merci Yves. J'aimerais rappeler à l'attention des participants que d'ici une dizaine de minutes, nous allons vous donner la parole pour pouvoir poser vos questions en direct aux panélistes. Donc voilà, pour tenir dans le temps, je crois que nous allons prendre 8 minutes. Voilà, on va prendre 8 minutes justement pour poser les dernières questions du panel. Je crois qu'on va peut-être se limiter à 2 questions. Donc la première, je vais l'adresser à Clément Bassinga, voilà, de Barca Finance. Est-ce qu'aujourd'hui, Clément, vous identifiez ce qu'on appellerait des gaps réglementaires? Est-ce que vous en identifiez au niveau de l'écosystème de l'UEMOA? Et peut-être aussi un élément au passage, comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui l'implication de la BCAO et du JMUEMOA dans le déploiement de ce projet? Donc, Clément, tu as la parole. Merci Maxime. Déjà, moi, je vois l'intervention de la BCAO comme étant un leader institutionnel et aussi, c'est la BCAO qui est le précurseur en tout cas de ce projet et qui a défini des normes, que ce soit des normes techniques, opérationnelles et même au niveau sécuritaire pour mettre en place ce projet. Également, c'est la BCAO qui mobilise ses partenaires pour avoir des financements pour la mise en place de ce projet d'interopérabilité-là. Et à côté aussi, il y a également Jim et moi qui a développé cette plateforme-là qui existait déjà au niveau des banques, puisque les banques avec une histoire de cash qui permettent d'être interopérables au niveau des banques, va mettre en place cette technologie pour qu'on puisse avoir ces opérations d'interopérabilité également à moindre coût. Maintenant, au-delà de ces aspects-là, il faut dire qu'il y a quand même des défis qui sont toujours énormes. Les défis, c'est d'abord d'ordre beaucoup réglementaire. Et quand on prend les acteurs qui vont intervenir dans cet écosystème-là, il y a des OTM, il y a des fintech, il y a aussi
les banques, les institutions de microfinance. En termes de régulation, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui régulent tous ces acteurs-là. Et même en termes de KSI, de problèmes de connaissance du client, ils n'ont pas forcément les mêmes obligations. Et aussi, les aspects de tarification. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, lorsque je fais du wallet to bank, et j'envoie de l'argent à ma banque, l'opérateur, il y a un pourcentage. Je donne ça, c'est 1%. Lorsque je fais l'inverse aussi, j'ai 1%. Si je pars dans un coin pour pouvoir faire du retrait, il n'y a pas, et que ce n'est pas reçu, je suis obligé d'aller retirer ça chez un agent et ça va me coûter 1%. Du coup, l'argent qui a circulé dans ce système, s'il ne reste pas dans ce système, le client perd du coup 3%. Ça, c'est un premier volet. Et sans oublier aussi que les services financiers ne sont pas encore généralisés partout. Quand vous partez dans certains endroits, c'est accepté. D'autres, par contre, ce n'est pas encore accepté. Donc, il y a ce travail-là de sensibilisation, de généralisation même déjà de ce produit afin qu'elle puisse être acceptée, comme le cas de M-Pesa au Kenya, qui est beaucoup accepté au sein de la population. Il y a la question aussi, les questions sécuritaires, comme les questions de fraude. Tout dernièrement, je lisais le rapport de SIGA qui démontrait également les limites au niveau des services financiers décentralisés et que beaucoup de personnes sont réticentes d'entrer dans ce système-là parce qu'il y a assez de fraudes et ils n'ont pas encore les capacités pour faire face à ces fraudes-là. Donc, ça aussi également, c'est un défi énorme qui existe. Et pour finir aussi, je parle côté technologie. Et si je prends les structures de microfinance qui ont des moyens assez limités, ils ne sont pas au même niveau de développement. Comment ces structures-là peuvent intégrer ce système d'interopérabilité-là. Donc, l'idée en sorte, c'est vrai, l'opportunité est là. La BCAO joue son rôle. Jim et moi aussi offre son opportunité, mais il y a beaucoup un travail de fond d'abord à faire pour que ce projet-là soit vraiment beaucoup plus efficace et atteigne les objectifs qui sont escomptés. Merci Clément. Je crois que nous avons encore 3 minutes, donc je vais poser une question en 1 minute à Madame Dan Bouzoua et j'aurai euh, la deuxième qui sera adressée à Yves Roland. Donc la question que je voudrais poser à Madame Dan Bouzoua, est-ce que vous avez identifié des ajustements non, je vais peut-être poser d'abord la question à Yves. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des lacunes réglementaires qui sont identifiées? Voilà. Et après, je poserai la question à Mme Dambouzoua. Est-ce que des ajustements réglementaires ou des décisions politiques sont nécessaires pour accompagner l'inclusion financière? Je pose la question pourquoi? Parce que Mme Dambouzoua l'avait évoqué déjà dans son premier propos. Donc, je commence par Yves, les lacunes réglementaires, avant maintenant qu'on ne vienne à Mme Dambouzoua. D'accord, merci Maxime. Maxime, si tu permets, juste avant d'évoquer les lacunes réglementaires, j'inviterai tous les panélistes à quand même se documenter sur le projet d'interopérabilité parce qu'il y a un aspect qui est important, c'est la connexion directe ou la connexion via IP. Donc, parce que là, ça adresse une lacune que la Banque centrale a identifiée ou une problématique. En fait, pour la plateforme d'interopérabilité de la Banque centrale, en tant qu'institution financière, vous avez la possibilité de vous connecter directement à la Banque centrale. Cela nécessite un certain niveau de prérequis en termes de sécurité, en termes de plateforme, en termes de protocole de sécurité, en termes d'architecture, que toutes les institutions financières ne sont pas à mesure de mettre en place parce que ce sont de gros investissements. Et comme la Banque centrale a identifié cette problématique, surtout pour les microfinances de taille moyenne ou moins importante, ils ont mis en place une plateforme qu'ils appellent AIP qui met déjà des prérequis de sécurité et qui permettent donc à ces petites institutions de pouvoir se connecter à un coût plus ou moins réduit. Cela va avec des limites, bien évidemment. Donc, des institutions qui ont un gros volume de transactions, cette approche-là n'est pas forcément recommandée. Il leur est recommandé plutôt une intégration directe. Donc, Maxime, pour répondre à la question, par exemple, cette insuffisance ou cette problématique de l'interopérabilité, la Banque centrale a identifié et donc apporté une réponse adéquate pour permettre à terme à toutes les institutions de pouvoir se connecter. J'invite le panel ou les participants à se documenter davantage là-dessus. L'autre point,
est relatif au contexte réglementaire et global. Aujourd'hui, sur le projet d'interopérabilité, Maxime, on est conscient, toute œuvre humaine est perfectible et imparfaite, donc il nécessite des mises à jour et des évolutions périodiques dans le temps. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique aujourd'hui ce que nous avons sur l'interopérabilité, nous pouvons l'améliorer. Le cadre réglementaire, j'ai 3 points. Le premier point, ce sont les systèmes d'identification nationaux qui n'ont rien à voir avec l'interopérabilité, mais qui nous impactent. Aujourd'hui, dans l'UMOA, on a très peu de pays ou même pas de pays qui permettent de pouvoir vérifier le KYC, comme Clément l'a dit, des clients en temps réel. Donc, permettre aux institutions financières, je ne parle pas que pour les microfinances, mais toutes les institutions financières de pouvoir avoir accédé au KYC ou à l'identité, au justificatif d'identité des clients dans la zone qui nous permettrait de les servir davantage. Donc, en termes d'initiative, c'est vraiment un cri de cœur pour mettre en place donc cette base de données nationale d'identification et permettre à ce que les acteurs clés du domaine financier puissent y accéder. Deuxième aspect, les canaux. Nous avons identifié, nous avons parlé énormément durant ce webinaire des canaux comme les applications mobiles. Nous avons également l'USSD. Aujourd'hui, dans certains pays, l'accès et l'utilisation de l'USSD sont encore l'apanage d'un certain groupe d'acteurs, en l'occurrence les opérateurs télécoms et éventuellement les EME. Des initiatives ont été prises au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour vulgariser l'accès à l'USSD aux autres acteurs du système. Mais malgré ces initiatives-là, nous voyons toujours que l'accès à l'USSD n'est pas encore vulgarisé. Donc, au-delà des autres pays déjà qui doivent s'engager sur cette initiative-là, il y a quand même aussi ce sujet de mettre en place des dispositions pour permettre aux autres acteurs que nous sommes, institutions financières, banques, microfinances et même assurances, d'avoir des codes USSD dédiés. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment l'accompagnement des IMF de petite taille ou de taille moins significative, de se doter d'outils technologiques. Donc, tout ce qui est sujet de système d'information mutualisé pour leur permettre à eux également de pouvoir fournir et servir des clients que les autres institutions financières ne peuvent pas toucher. Donc, c'est un peu mon plaidoyer, Maxime, sur les insuffisances aujourd'hui en termes de réglementation et également en termes d'accompagnement du secteur. Merci, merci Yves. Je crois que nous avons des régulateurs qui sont sur ce webinaire. Je crois quand même que ils ont dû prendre connaissance de ce plaidoyer. Et donc, moi, ce que je vais dire, c'est que jusqu'à maintenant, je ne constate pas de participants qui aient manifesté d'intérêt pour prendre la parole. Donc, ça nous permet, voilà, si vous souhaitez réagir, je vous prie d'écrire dans le chat, de donner votre nom et voilà, j'active votre micro. Donc, nous, en attendant, ça vient. Il y a 2 mains qui sont levées. Il y a 2 mains qui sont levées. Ah, oui. OK. Si vous permettez, on va laisser quand même une petite minute à Madame Dambouzoua, voilà, pour nous dire aujourd'hui, quel serait peut-être votre plaidoyer, voilà, qu'est-ce qui peut avoir comme ajustement réglementaire ou décision politique qui peut vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs par rapport à la cible particulière qui est celle des femmes. Vous êtes aujourd'hui le leader sur le marché du Niger, le marché féminin de la microfinance. Quel ajustement réglementaire pensez-vous être nécessaire pour votre activité? Madame Dambouzoua, vous avez la parole. Merci, Monsieur Maxime. Donc, dans ma première intervention, j'ai fait la catégorisation des institutions de microfinance au Niger qui étaient au nombre de 41. Et je vous disais donc 10 SA qui sont de l'article 44. Ce qui fait que les montées d'informations, la remontée de l'information vers la BCA ou la Banque centrale, elle est vraiment limitée à ces SA-là. Donc, pour les autres, ce n'est pas une obligation. Mais quand même, on a une agence de régulation du secteur de la microfinance qui est là pour réguler tous ces aspects-là. Mais moi, maintenant, ce que j'ai à dire, parce que quand on parle de l'interopérabilité des produits digitaux, moi, je vois l'intégration de l'écosystème financier. Et donc, c'est un cadre plus élargi. Et donc, l'appel que j'ai à l'endroit du gouvernement de l'État, c'est la création d'un ministère dédié à la microfinance. Un ministère dédié à la microfinance qui va recadrer tous ces aspects-là
tous ces aspects d'intégration de l'écosystème, la prise en charge des structures qui sont éloignées, qui manquent de moyens pour s'approprier des cycles performants. Moi, voilà le cri de cœur que j'ai vraiment. Je crois qu'avec cette structure, avec ce ministère dédié, comme les autres pays, comme j'ai vu dans les autres pays, ils ont un ministère dédié à la microfinance. Je crois que si ça existe au Niger, ça pourra relever beaucoup de défis, ça pourra booster l'économie et vraiment, on va atteindre une inclusion financière plus large vraiment de notre cible parce que les potentialités sont là au Niger. Les potentialités sont là, mais il y a le manque, il y a le manque de fonds, l'absence de l'État, l'absence de régulation. Bon, le système, l'agence de régulation est là, mais des fois, il n'y a pas de remontée d'informations, l'absence de contrôle rigoureux, tout ça là. Et moi, je crois que s'il y a un ministère qui est au-dessus de tout, je crois que ça peut aller au Niger aussi. Voilà ce que j'ai à dire pour ce point-là. Merci, Monsieur Mas. Merci, Madame Dambouzoua. Merci à nos chers panélistes. Nous sommes arrivés au terme de la discussion. Donc maintenant, nous allons recevoir les questions des participants. Donc, chers participants, j'ai activé quelques micros. Je vais donner d'abord la parole à Monsieur Papa Tété Diadiou. Voilà. Donc, vous allez vous présenter, s'il vous plaît, et faire tout pour poser votre question chaque fois en 1 minute, s'il vous plaît. Ok, Papa Tété, vous avez la parole. oui, bonjour à tout le monde, bonjour Maxime, bonjour aux panélistes. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, Bonjour, parfaitement. bonjour, Ok, Papa Tété. voilà, très heureux, Momar Cissé, de vous entendre tous avec tout ce monde qui est là. On a pris beaucoup d'informations. Donc, la première question, c'était relativement à l'aspect humain que vous avez relevé et pour laquelle... Excusez-moi, Papa Tété, vous ne vous êtes pas présenté. Ah, ok, c'est Papa Tété Diadjou. Je suis directeur de la stratégie au Crédit Mutuel du Sénégal. Momar donc est mon collègue. Voilà, en même temps aussi, je suis étudiant qui fait le parcours CDFP, c'est ça, Maxime, hein? Voilà, donc j'en ai fini avec le CIDM, maintenant je suis sur le long parcours de CDFP. J'espère que j'y arriverai. Voilà. Donc, très heureux hein, pour l'organisation de cette session et ça nous a permis d'avoir beaucoup d'informations. Et un des aspects que vous avez souligné, sur lequel Madame est revenue, c'est l'aspect humain des choses. C'est vrai qu'il y a la digitalisation qui est là, qui apporte beaucoup de choses, mais il y a cet aspect humain. Et j'aimerais savoir au niveau de FinAfrica, je pense bien ça, au niveau du Burkina aussi. Pour le Sénégal, je n'ai pas de doute parce que je vis la chose. Je veux juste savoir quelles sont les réactions, les retours par rapport à cette rupture de contact physique et comment vous vivez ça en tant qu'institution et est-ce que ce n'est pas un risque finalement pour les institutions de microfinance? Voilà un peu ce que je veux dire. Et l'autre partie, c'est sur l'émission de monnaie électronique, surtout par rapport à la possibilité que devrait donner au SFD de pouvoir le faire, à l'image peut-être des banques, d'être dans un autre régime, peut-être d'information, que d'être dans un régime d'autorisation ou d'agrément, des choses comme ça. Ce qui nous rend la vie quand même un peu plus difficile pour accéder à ce type en fait, de services qu'on pourrait faire plus facilement parce qu'on est obligé de nouer des partenariats forcément avec des banques qui sont des émetteurs de facto sur ça. Donc, voici mes 2 points, espérant être dans les temps pour les questions. Merci, mais à tout le monde. Merci, Papa Tété. On va peut-être adresser cette question à Clément Bassinga. Voilà, parce qu'il y a les deux volets de la question, l'expérience du contact, voilà. Et Papa Tété, la deuxième partie, je l'ai un peu perdue. La deuxième partie, c'est relativement au régime d'autorisation qu'on impose au SFD pour être émetteur de monnaie électronique. Donc, c'est un long processus pour l'être, alors qu'au niveau des banques, c'est relativement beaucoup plus reconnu rapidement parce que c'est quasiment de facto hein, qui sont émetteurs. Et de ce point de vue-là, ils peuvent émettre la monnaie électronique et faire voilà, des partenariats plus faciles. Alors que chez nous, c'est un peu plus difficile, les SFD. D'accord, c'est bien compris. Donc, on va laisser ces deux questions à Clément Bassinga. Voilà. Maxime, est-ce que tu peux peut-être l'aspect au niveau des méthodes de monnaie électronique, je n'ai pas bien compris la question, mais j'ai compris le volet. Oui, la question, en fait, c'est un peu le parcours qui est celui de ceux-là qui demandent des agréments d'émetteurs de monnaie électronique sous le statut de SFD. Le parcours est très laborieux, alors que pour les banques, c'est beaucoup plus facile. Maxime, si tu permets, je pourrais prendre le volet de ce volet d'émission de monnaie électronique et laisser à Clément le sujet sur le contact.
D'accord, on va faire comme ça. Donc, Clément peut répondre à la première question par rapport à ce besoin de contact physique avec les clients. Ok, merci. Ce que je peux dire sur la question, c'est que déjà, nous avons un peu senti déjà ce risque de contact qui n'existe pratiquement pas avec le digital. Parce qu'on se rend compte que certains clients qui utilisent déjà le service de wallet ou bank to wallet, et lorsqu'ils prennent le crédit, c'est difficile qu'ils reviennent en agence. Alors que nous avons besoin de ces clients qui viennent en agence pour lui vendre des produits et services, pour les sensibiliser et lui proposer d'autres offres également. Donc, et déjà, on n'a pas aussi un aperçu sur l'activité du client. Bien vrai qu'il y a des visites qui sont demandées aux chargés de prêt, mais ça, ce n'est pas évident aussi qu'ils puissent vraiment faire le tour de tous les clients-là. C'est lorsqu'il y a un problème qu'on se rend compte que non, ce client était dans la difficulté. Donc, du coup, la stratégie que nous avons adoptée, c'est quoi? C'est qu'il faut aller progressivement. Il ne faut pas digitaliser tout le processus. D'abord, on prend au niveau de l'octroi du crédit. Pour l'instant, pour octroyer le crédit, c'est toujours le contact physique. Les visites du chargé des prêts, les visites du superviseur et également les visites pour le suivi et le recouvrement. Mais à l'intérieur aussi, on peut intégrer de la technologie, telle que pour pouvoir remonter l'information au niveau du comité pour pouvoir l'aspect décisionnel. Donc, ce sont des éléments que stratégiquement, nous voulons aller dans ce sens. Bien vrai qu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore fait, mais dans notre stratégie de digitalisation, on veut digitaliser le circuit de décision du crédit et laisser une autre partie pour qu'il puisse avoir un contact physique avec le client. Parce que si nous laissons de côté ce contact physique-là, il va être beaucoup plus difficile de comprendre le client et pouvoir répondre efficacement à ses besoins. Voilà ce que je pouvais donner comme élément de réponse à cette question. Merci Clément. Donc Yves, tu as la parole avant que je ne laisse Madame Félicia Kwame poser sa question. Donc Yves, je te laisse la parole pour répondre à la question relative au parcours qui est celui des SFD pour obtenir l'agrément d'émetteur de monnaie. Merci Maxime et merci Papa pour la question. C'est un point important et un point qui pourrait faire sujet de plaidoyer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend l'instruction 008005, donc qui régit l'activité d'émission de monnaie électronique dans la zone UEMOA et qui date de 2015 de la Banque centrale, les SFD en fait sont autorisés à émettre de la monnaie électronique au même titre que les banques, les établissements financiers de paiement, etc. Donc, en termes de parcours fastidieux, je dirais le cadre réglementaire autorise donc les IMF à émettre de la monnaie électronique. Donc, si ce parcours-là est un peu plus fastidieux pour les IMF comparativement aux banques, c'est vraiment un plaidoyer donc auprès du régulateur pour qu'il puisse en fait aujourd'hui faciliter le processus pour les institutions de microfinance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des institutions de microfinance comme FinAfrica, comme CMF, qui gèrent une base importante de clients, qui ont un core banking system ou une infrastructure technologique assez robuste pour pouvoir gérer les sujets d'émission de monnaie électronique, également une organisation adaptée pour pouvoir gérer tout ce qui est compensation, réconciliation, etc. Donc, c'est vraiment un plaidoyer pour que le processus, éventuellement, lorsqu'une IMF demande, fait une demande ou informe la Banque centrale en fonction du modèle, que cela puisse aller un peu plus vite parce que déjà réglementairement, le cadre nous autorise à le faire. Merci, merci Yves pour cet éclairage. Je vais laisser la parole maintenant à Madame Félicia Kwame. Madame, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Vous pouvez activer votre micro, vous présenter et nous poser votre question en une minute, s'il vous plaît. Oui, bonjour Monsieur Lokossou. Je vous remercie pour la prise de parole. Ma question va porter en fait sur deux points. D'abord, le modèle. Oui, je dois me présenter. Voilà, donc je suis directrice exécutive d'un fonds d'investissement qui est basé en Guinée et j'ai aussi accompagné au lancement du groupe Akiba Finance, qui est une microfinance digitale. Et dernièrement, je fais de la recherche aussi à Paris-Saclay sur les effets de la transformation digitale sur l'offre de services. Voilà. Donc, ma question va porter sur le modèle économique. De façon générale, les partenariats avec les fintechs se font sur un modèle de revenue sharing. Si aujourd'hui, dans le cas de l'interopérabilité, on nous dit voilà que ces services sont gratuits, est-ce que vous ne pensez pas que ces fintechs-là vont se retirer du coup de ces partenariats-là? Et si oui, comment est-ce que la Banque centrale
pense continuer à faire exister ces services. Donc, c'est pareil aussi au niveau de l'infrastructure technologique. Est-ce que la Banque centrale, dans sa démarche globale, a un projet de mettre à disposition un système général, par exemple les petites IMF ou pour celles qui n'auront pas suffisamment de moyens, en fait, pour aller voir un acteur important du secteur pour avoir quelque chose de paramétré ou de dédié ou de voilà, personnalisé. Merci beaucoup. Merci, Madame Kwame. Je crois que je vais laisser cette question, vos deux questions à Yves. Je crois qu'il nous avait touché quelques éléments, mais je crois qu'il pourra les répéter avant que je ne laisse Monsieur Oumarou Sana poser sa question. Donc, Yves, tu as la parole, s'il te plaît. Merci Maxime et merci Fénicia pour la question. Maxime, je précise, Fénicia que je connais très bien. Donc, la question est assez pertinente. En fait, Fénicia, j'ai mentionné effectivement dans mon propos que les transactions sont gratuites, mais pas toutes. Donc, il y a un référentiel des transactions. Tout ce qui est transactions personnes physiques, peer-to-peer sont gratuites. Cependant, les transactions de cash-in et de cash-out sont laissées, la tarification est laissée à l'appréciation des participants. Donc, il y a encore du business pour les fintechs. Là où le business peut-être disparaît, c'est sur les transferts intra-régionaux. Mais les fintechs qui font des transactions du cross-border payment en dehors de la région, il y a du business pour elles. Les fintechs qui donnent des canaux, qui mettent à disposition des canaux aux institutions financières, il y a encore du business pour elles. Donc, la plateforme d'interopérabilité pose des questions pour les IMF, mais pose également des questions pour les fintechs dans la mesure où elles doivent également réinventer leur business model pour pouvoir identifier des sources additionnelles de revenus, etc. Et nous l'avons vu avec l'avènement de la plateforme d'interopérabilité, certaines fintechs nous ont approchés automatiquement pour nous proposer une offre d'intégration à la plateforme pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti que des IMF n'avaient pas forcément la capacité technique ou technologique de le faire d'eux-mêmes et donc ils proposent ces services-là. Donc, juste montrer que certes, la réglementation ou l'introduction de la plateforme d'interopérabilité tue du business sur certains segments ou certaines opportunités, mais ouvre également une panoplie d'opportunités pour cette fintech-là pour mettre en place des nouveaux modèles économiques à proposer aux institutions financières. Et l'autre point relatif aux dispositions prises par la Banque centrale pour permettre à des IMF qui n'en ont pas forcément la capacité de pouvoir s'équiper, je n'ai pas forcément d'infos là-dessus. Les initiatives que nous avons vues ou que j'ai vues so far, ce sont des initiatives à l'échelle de bailleurs, donc d'institutions comme la Banque mondiale ou d'autres bailleurs du SIGAP qui mettent en place dans le cadre de projets de partenariat avec les États des projets de sigles mutualisés avec les IMF, mais je n'ai pas info d'une initiative dans ce sens-là de la Banque centrale. Les IMF étant des acteurs privés, je pense que ces choses-là sont vraiment laissées à leur appréciation. Mais Maxime, libre à toi de pouvoir commenter là-dessus ou aux autres panélistes. Merci. Merci Yves. Ce que je crois savoir, peut-être effectivement, on n'a pas eu vent d'un projet de la BCAO de mettre en place une infrastructure mutualisée. Par contre, ici au Bénin, nous avons un prestataire marocain, je ne fais pas de la publicité, voilà, il y a un prestataire marocain, je vais peut-être m'en tenir à sa nationalité, qui a fait la proposition d'une plateforme mutualisée pour les IMF. Donc, je pense quand même qu'il y a aujourd'hui des fournisseurs qui proposent ce type de solution, donc qui permet de pouvoir limiter le coût d'accès à une infrastructure, à cette infrastructure. Parce qu'effectivement, comme l'ont si bien dit Madame Dambouzoua Clément, le coût d'accès à l'infrastructure peut être un handicap. Donc, aller vers maintenant des solutions mutualisées pourrait être quelque chose de salutaire, mais malheureusement, la BCAO n'a pas évoqué. Peut-être que ce que je crois savoir, c'est qu'en temps, il y avait un projet de la BAD, enfin un projet financé par la BAD avec la BCAO, qui justement devait permettre à plusieurs SFD de pouvoir accéder, je crois que c'était 8 SFD, de pouvoir accéder au système de paiement régionaux. Et quand je parle de système de paiement régionaux, c'est pas que la plateforme d'interopérabilité. Je parle également de SICA, je parle également de Star UEMOA. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait, c'est vrai, je suis le modérateur, mais j'en touche un mot comme Yves me l'a permis, m'a tendu la perche. Il faudrait peut-être des initiatives du genre, voilà, puisque la question du coût d'acquisition du SIG est un véritable défi. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à
à M. Oumarou Sana. Maxime? Oui, Moumar, tu peux nous toucher un mot en une minute, s'il te plaît. S'il vous plaît, je voulais juste sur ce point, en fait, aussi rappeler qu'au Sénégal, nous avons des initiatives, notamment avec l'Association des professionnels SFD qui avait lancé cette initiative de mettre en place une plateforme mutualisée. Il y a aussi d'autres partenaires locaux qui l'ont lancé. Effectivement, c'était à l'état de projet, mais il y a effectivement des initiatives au Sénégal. Donc, et sur ce même sujet, nous avions participé en son temps avec la PSFD à la mise en place voilà, d'un cahier des charges pour pouvoir avoir une plateforme mutualisée et répondre aux IMF de petite taille pour qu'ils puissent résolver le problème de système d'information. C'est juste ce point que je voulais rajouter. Merci. Merci, Momar. Donc, là, maintenant, je laisse la parole à Oumarou Sana, voilà, pour intervenir. Oumarou, je vous prie de vous présenter, de poser votre question en une minute, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous les panélistes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parfaitement, Oumarou, nous vous attendons. OK. Mon nom, c'est Oumarou Sana. Je suis du Burkina Faso. Alors, je suis chargé de marketing à Bank of Africa, Burkina Faso. Et donc, ma question va tourner autour des questions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Parce qu'on sait qu'avec ce nouveau système de paiement instantané et interopérabilité, ça pose un énorme défi. Voilà, d'énormes défis pour ce qui concerne les questions de surveillance, même si, il faut le rappeler, en termes de bénéfices pour toute l'industrie financière, c'est énorme, mais il faut quand même rappeler ces questions. Donc, je vais poser deux questions essentiellement. Sachant qu'avec ce système, on aura une mutualisation de beaucoup d'acteurs, notamment les opérateurs de téléphonie mobile qui, par leur solution de mobile money, les banques, les institutions de microfinance vont être mutualisées. Est-ce que ça ne va pas poser un problème au niveau des dispositifs de surveillance, notamment les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux? Voilà, sachant que tous ces acteurs-là ne sont pas logés à la même enseigne en termes de robustesse de dispositifs de surveillance. Voilà, on sait que ce système de la BCAO pose également comme avantage la rapidité, le volume de transfert, voilà. Mais ça pose également le problème de surveillance. Et comment est-ce que l'industrie se prépare à toutes ces questions-là, sachant que le régulateur ne badine pas sur un certain nombre de questions réglementaires. Merci. Merci, Oumarou, pour votre question. Je vous remercie pour cette question que je vais adresser à Omar Cissé juste avant de pouvoir clôturer ce webinaire. Merci. Donc, Momar, je te laisse répondre à cette question, s'il te plaît. Merci, Maxime. Donc, juste peut-être pour répondre, je rappelle qu'aujourd'hui, de la même manière que les institutions, aussi bien les banques que les institutions, sont régies par la lutte anti-blanchiment, donc la plateforme interopérable, de même que les plateformes digitales sont régies comme telles. Donc, à ce jour, dans le cadre de la sécurisation des différentes transactions, donc la Banque centrale a mis en place un certain nombre d'éléments sécuritaires. Donc, sur ce point spécifique par rapport aux luttes anti-blanchiment, en tout cas sur la partie sécurisation des transactions, nous travaillons beaucoup avec la Banque centrale. Maintenant, je suppose qu'effectivement, les mêmes règles qui sont régies en fait, dans le cadre du LAP, donc seront aussi implémentées dans le cadre de la plateforme digitale et dans le cadre de l'utilisation de l'interopérabilité. Tout en sachant qu'actuellement, même nous, au niveau de notre institution, notamment le Crédit Mutuel du Sénégal, nous recevons souvent des missions de la commission bancaire relativement spécifiquement à la lutte anti-blanchiment. Et ce sont ces mêmes règles qui seront régies et qui vont permettre, je suppose, à l'institution de pouvoir s'assurer qu'effectivement ces éléments seront bien respectés. Donc, c'est ça que j'avais comme élément de réponse là-dessus. Voilà. Merci, Momar. Désolé, chers participants, nous ne pourrons pas, vous êtes encore nombreux à souhaiter poser des questions, mais je crois que voilà, le temps imparti, nous l'avons dépassé
d'une dizaine de minutes. C'est un samedi, il faut que nous puissions libérer nos chers panélistes. Donc, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce dernier webinaire de l'année 2024. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements à nos chers panélistes pour leur contribution riche et les éclairages qu'ils ont eu à nous apporter ce matin. Je tiens également à remercier chaleureusement chacun d'entre vous, participants fidèles, pour votre persévérance, pour votre présence, vos questions très pertinentes et votre engagement tout au long de cette année. 2024 a été une année marquante pour nos échanges sur les défis et les opportunités dans le domaine de la finance digitale. Et nous espérons que vous avez trouvé ces sessions à la fois inspirantes et instructives. En cette fin d'année, nous vous souhaitons par avance une excellente et heureuse année 2025, pleine de réussite et de nouvelles perspectives. Nous espérons vous retrouver l'année prochaine pour d'autres webinaires passionnants et sur les cours en ligne organisés par Digital Frontier Institute. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt en 2025. Merci. Maxime, si tu permets, juste avant qu'on clôt le webinaire, c'était juste d'apporter un correctif sur les autorisations pour l'émission de monnaie électronique. Donc, effectivement, au niveau de l'instruction 008005, l'article 8, tout le monde doit faire une demande, seules les banques sont exemptées. Effectivement, ça répond au point de Oumaro Sana, donc il y a ce plaidoyer-là pour qu'éventuellement les IMF soient également exemptés. Merci Maxime. Merci Yves, et une fois encore, bonne et heureuse année 2025. Et on se retrouve, l'année prochaine pour de nouveaux webinaires et pour de nouveaux cours. Merci à tous et à très bientôt.